Alors voici une question du sujet d'Agro de 2019 qui consiste à devoir replacer une roche dans un diagramme pression-température. Donc comme cet exercice n'a pas été bien réussi, je le refais en détail pour que vous compreniez bien le principe d'utilisation des diagrammes pression-température. Donc la roche que l'on nous donne est celle-ci, avec un certain nombre de minéraux qui sont la biotite, le quartz, la sillimanite et un feldspath potassique. Donc toute la question est de savoir comment se forment ces différents minéraux. Est-ce que ce sont des minéraux qui sont finalement les substrats de la réaction? Est-ce que ce sont les produits de la réaction? Et puis surtout, de quelle réaction? Donc pour ça, on dispose du diagramme pression-température et on observe ici une courbe de réaction. Alors les réactions sont courbes et pas droites quand il y a un fluide qui intervient dans cette réaction. Donc ici nous avons de la vapeur d'eau, donc évidemment nous n'avons pas une droite, nous avons une courbe. Dans cette courbe est univariante, donc c'est-à-dire que la pression et la température sont liées par une fonction, ce qui fait qu'on peut le tracer sous forme d'une courbe dans cet espace pression-température, et donc que tous les minéraux qui sont ici écrits à droite de cette droite de réaction sont stables dans cet espace et qu'ils deviennent instables quand on est dans l'autre espace et qu'à ce moment-là, ils ont tendance à réagir pour donner de la muscovite, du quartz, du plagioclase. Et réciproquement, évidemment, les minéraux ici de muscovite, de quartz et de plagioclase sont stables jusqu'à cette limite de pression et de température, et si on la dépasse, ils deviennent instables et ont tendance à donner un silicate d'alumine, du feldspath potassique, de la biotite et de la vapeur d'eau. Or, justement, nous avons ici, alors la vapeur d'eau, forcément, c'est un fluide, est parti, mais on retrouve la biotite, on retrouve le feldspath potassique. On avait aussi du quartz, alors ça en a gêné beaucoup, je vais y revenir après, et de la sillimanite. La sillimanite, qu'est-ce que c'est? La sillimanite, c'est un silicate d'alumine. Donc là, nous allons regarder la fameuse fourchette des silicates d'alumine. Donc ici, nous avons des droites de réaction, puisqu'il y a évidemment pas de fluide qui interviennent là-dedans, puisque c'est simplement des réactions d'inversion, c'est-à-dire qu'ils vont transformer des minéraux qui ont exactement la même formule chimique en d'autres minéraux qui ont cette même formule chimique, mais qui ont un agencement des atomes un petit peu différent. Nous sommes ici dans l'espace de la sillimanite, ce qui est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici sur ce schéma. Donc ça veut dire qu'il faut se situer dans l'espace de stabilité de la sillimanite qui a permis à la sillimanite d'apparaître, et donc bien sûr cet espace-ci est impossible, puisque si la réaction avait eu lieu dans cet espace-ci, alors c'est de l'andalosite qui se serait produite et non pas de la sillimanite. Donc si on part d'une zone qui donne une zone par ici, qui ensuite on traverse cette droite de réaction et on obtient donc de la sillimanite, du feldspath potassique, de la biotite et de la vapeur d'eau. Pourquoi est-ce qu'il y a du quartz? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas que cette réaction qui existe dans la roche. La roche, elle a des minéraux initiaux. A priori, ça a l'air d'être un granit. Il est probable qu'on ait de la muscovite, qu'on ait du quartz et des plagioclases qui ont pu réagir. Eh bien, toute la muscovite ne va pas réagir pour entièrement se transformer. Tout le quartz ne va pas réagir pour entièrement se transformer, ni le plagioclase. Pour plusieurs raisons. Pourquoi ces transformations seront toujours incomplètes? D'abord parce qu'il faut du temps. Donc il faut que cette roche, elle reste suffisamment de temps dans un espace de pression un espace de température supérieure à 600 degrés, et puis des pressions, alors là, variables, on ne sait pas encore de combien, et elle y reste suffisamment longtemps, donc nous sommes en train de parler de millions d'années, pour que les réactions puissent être complètes. Donc déjà, on a un premier problème de temps. Et puis un deuxième problème, vous voyez que ici, on doit avoir la même quantité, c'est la même quantité qui va disparaître. Si on a une mole de muscovite qui disparaît, il y a une mole de quartz qui disparaît, il y a une mole de plagioclase qui disparaît. Qu'est-ce qui vous dit qu'au démarrage, dans la roche initiale, il y ait des quantités équivalentes de muscovite, de quartz et de plagioclase? Imaginons qu'il y ait beaucoup plus de quartz. Peut-être que si on reste très très longtemps dans cet espace pression-température, toute la muscovite va disparaître, peut-être même tout le plagioclase, mais il restera du quartz résiduel parce qu'il y en avait plus qu'un tiers au démarrage. Donc il faut s'attendre
à ce qu'il y ait des minéraux réactifs qui restent en relique dans la roche, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se transformer, soit parce qu'ils ont été là en trop grande quantité par rapport à la réaction, et que le minéral limitant, lui, a disparu complètement, mais pour les autres, il reste un résidu. Donc c'est tout à fait normal qu'il reste du quartz, c'est un minéral réactif résiduel. Alors, est-ce qu'on a le droit à tout l'espace qui est ici, délimité à la fois par la droite de réaction et par la silimanite? En fait, on peut être un petit peu plus précis. Dans cette roche, strictement rien ne me fait penser à une migmatite. C'est-à-dire que je ne vois pas tous les minéraux sombres regroupés en une couche. Là, j'ai des minéraux clairs à côté de ces minéraux sombres. Donc, ça ne me fait vraiment pas penser à une migmatite. Donc, je n'ai aucune raison de penser que le solidus du granit, qui est ici, ait été franchi. Ce qui me fait une nouvelle limite. Et donc, finalement, je dois être limité par la droite de réaction, par le fait d'avoir de la silimanite sans atteindre la fusion, et donc il ne me reste plus que cet espace. Donc un espace de relativement haute température, de 600 à un peu plus de 800 degrés, mais des pressions relativement faibles, puisqu'a priori, on ne dépasserait pas les 4 kilobars. Donc vous voyez comment on procède. On commence par identifier les minéraux. Donc maintenant, dans le cadre du programme, tous les minéraux sont nommés, à l'agro en tout cas, donc c'est facile. On identifie la droite de réaction, on essaye de voir dans quel sens cette réaction a pu se faire, parce qu'on peut franchir la droite de réaction dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc on essaye de savoir dans quel sens ça se passe. Pour ça, eh bien, si on n'a vraiment pas de chance, on a à la fois tous les réactifs et tous les produits. La réaction a été très incomplète. Si la réaction est un peu plus poussée, eh bien, il y aura au moins un des minéraux réactifs qui aura disparu, celui qui est là en quantité plus faible par rapport à la stoichiométrie de la réaction. Donc ici, on va proposer que la muscovite et le plagioclase ont entièrement disparu, mais que le quartz étant là en quantité supérieure à la muscovite et au plagioclase, lui, qu'il reste en résidu. Et donc ça nous incite à faire un sens de passage de la réaction depuis muscovite plus quartz plus plagioclase donne un silicate d'alumine à identifier, un feldspath potassique, de la biotite et de la vapeur d'eau. On nous demandait de tirer une conséquence du fait d'avoir localisé cette roche dans cet espace. Bien, vous voyez que, vu le sens de réaction que nous avons proposé, il y a de la vapeur d'eau qui est produite par cette réaction métamorphique. Cette vapeur d'eau, elle va migrer et elle peut tout à fait entraîner la fusion, donc l'anatexie, d'une roche. Et comme on avait d'autres arguments pour dire que peut-être il y avait une argile, une pellite qui pouvait fondre pour donner un granit, et bien là on avait la cause du fait qu'elle puisse fondre, c'est que on a un apport d'eau et donc là on passe le solidus et elle peut fondre et se transformer en granit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.